Euh, merci beaucoup Clément, merci d'être venu. J'aimerais bien parler un peu sur la croissance des biominéraux et mon sous-titre c'est comment la nature fait travailler la thermodynamique. Alors je toucherai en fait trois petits sujets. Je parlerai d'abord un peu de silica, de silice dans les éponges de verre. Ensuite, sur la calcite et la croissance des calcites. Alors ça, c'est des collaborations avec des collègues au Technion et à Max Planck de Halle. Et finalement, j'aimerais bien parler de la formation de particules amorphes de carbonate de calcium, quelque chose qui semble être très important dans la croissance des biominéraux de manière générale. Et ça, c'est une collaboration à long terme avec les collègues de l'Institut Weizmann en Israël. Alors, voici l'approche générale, l'approche du physicien vers la biologie. Alors, voici une cellule qui produit de la matrice extracellulaire ou alors des minéraux. Eh bien, comment peut fonctionner le contrôle biologique? Alors, très typiquement, les matériaux en question sont formés dans des compartiments que j'aimerais pas préciser beaucoup plus. Ça pourrait être des vésicules intra- ou extracellulaires, etc. Même des compartiments un peu plus grands autour de la cellule. Mais enfin, la chose que je trouve importante, c'est que le contrôle biologique peut se faire par le contrôle, en fait, des processus physico-chimiques qui, disons, entourent ces biominéraux. Alors, par exemple, des protéines qui interagissent avec ces minéraux, des protéines qui servent à aider la nucléation, ou alors plutôt à inhiber la nucléation, des enzymes qui contrôlent la matrice extracellulaire, la concentration des ions, le pH, la pression osmotique, etc. Donc, finalement, on peut... Bon, alors, avant de dire finalement, un exemple vraiment très poussé de ça, qui a été étudié, non pas par nous, par des collègues à Oxford notamment, Fritz Vollrath et autres, qui est donc la fabrication de la soie d'araignée. Eh bien, le fait d'avoir généré la molécule de soie finalement ne donne pas encore le matériau en question. Toute la qualité du matériau soie, en fait, découle du fait que le matériau se trouve, doit passer cette... voilà, là, maintenant, je me trouve dans le problème de secretory gland, la glande sécrétoire peut-être, où il y a un changement de pH, un changement un cisaillement de la soie, etc. Donc finalement, tous ces processus physiques finalement font de la soie ce qu'elle est, donc lui donnent la qualité mécanique. Donc il n'y a pas seulement la synthèse chimique, il y a tout un processing par la physique qui est nécessaire. Bon, ça c'est un exemple extrême qui en fait est assez bien compris. Et alors l'approche générale pourrait être de dire, bon, essayons de comprendre un peu les processus physico-chimiques qui se passent à l'intérieur de ce compartiment. Et ensuite, une fois qu'on a compris ça, on peut retourner et essayer de voir, d'avoir une idée comment les cellules peut-être contrôlent la biominéralisation. Alors ça, c'est très général et comme je dis, je vais toucher à trois exemples. Alors le premier exemple, c'est donc des éponges de verre. Et en fait, je vais parler d'une éponge de verre spécifique, une hexatinellide Monoraphis chumi, c'est le nom de cette éponge de verre. Ici, voici une image. Et en fait, cette spicule, cette barre de verre
qui peut avoir une longueur de plusieurs mètres, être ancré dans le sol. Et en fait, ce qui nous a intéressé dans ce matériau, c'est que c'est en fait un verre quasiment incassable. Et la raison pour laquelle ce verre a des propriétés mécaniques incroyables, c'est qu'en fait, c'est un verre multicouche, schématiquement représenté ici, donc avec des couches de verre de 1 à quelques micromètres. Et entre ces couches se trouvent des très minces couches organiques. Alors, je ne vais pas parler de la mécanique de ces choses. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est un petit peu de comprendre un petit peu mieux ou avoir des idées, quelques idées sur la croissance. Et alors, voici une image d'une de ces spicules qui d'ailleurs vient de Yannick Dauphin, ici à Paris, qui nous a donné cet échantillon. Et en fait, la partie laminée, elle est ici. Ici, on voit les couches, les diverses couches de verre. Mais en fait, au centre, il y a le filament central. Alors ici, schématiquement, voilà le filament central. Et alors, on pense que la croissance se fait de manière à ce que d'abord sont formées les couches organiques et ensuite le verre est déposé de manière catalytique. Donc ce n'est pas une déposition évidemment à haute température, tout ça se passe à température basse. Alors, si on fait maintenant, si on regarde un peu cette section ici, et par exemple, on regarde un petit peu la mécanique avec une nano-indentation, en fait, ça c'est un nano-DMA, Dynamic Mechanical Analysis. On voit ici un module qui est proche du module de la silice, et puis en tout cas, ça tombe. Voici maintenant, on se trouve à l'intérieur de ce filament. Et puis on remonte. Mais alors, je ne sais pas si vous arrivez à lire les chiffres qui est là, ici à 20, 25, ça c'est des gigapascales. Donc 20 et plus gigapascales, ce n'est pas une phase organique. Donc bien que tout le monde considère ça comme un filament organique, en fait, ce n'est pas un filament organique. C'est un filament qui est un mélange entre de l'organique et de l'inorganique. Alors voici une image maintenant en imagerie Raman. Ici on voit la protéine, donc il n'y a pas de protéine ou quasiment dans le verre. La protéine se trouve donc à l'intérieur du filament, mais si on regarde par exemple la silice, eh bien il y en a évidemment tout autour, mais il y en a aussi au centre. Donc en fait le filament au centre, c'est un mélange de verre et d'organique. Et alors maintenant, la découverte vraiment, c'est quand on regarde ça en détail, et ça maintenant c'est la microscopie électronique à contraste chimique, ça c'est Electron Dispersive X-rays, EDX, ça aussi c'est un contraste chimique. Et en fait on se rend compte que voilà une structure superbement ordonnée. Mais alors regardez-moi cette barre ici, ça c'est du 40 nanomètres. Donc la distance entre deux points rouges ici est de l'ordre de 10 nanomètres. Donc c'est une structure qui est, c'est une structure qui est parfaitement régulière, mais avec une maille de réseau de l'ordre d'une dizaine de nanomètres. Donc c'est vraiment gigantesque. Et en fait, le rouge, c'est du carbone et le vert, c'est de la silice. Donc voilà un mélange parfaitement périodique entre le silice et l'organique. Alors voilà plusieurs images de la même chose. Et puis, on peut aussi faire de la diffraction. Si on fait de la diffraction petits angles, bon, il faut des petits angles parce que les distances sont très fortes. On découvre que la structure est la suivante. Il y a des phases organiques qui en fait sont des ellipsoïdes avec des dimensions de l'ordre de quelques nanomètres qui forment un réseau cubique centré, enfin pas cubique mais tétragonal centré puisque c'est des ellipsoïdes tétragonal centré. Alors A et A c'est la même chose mais la distance C est un peu plus longue. Et en fait, la silice est coulée tout autour de cette structure. Donc, en réalité, ce qui se passe, c'est que la croissance, apparemment,
elle se fait par la formation d'un cristal de protéines. Et en fait, la protéine, c'est la silicatéine, c'est l'enzyme qui catalyse la formation de la silice. Et puis, ce cristal se trouve complètement entouré de silice, et ceci forme le filament central. Alors la question, bon, ça c'est déjà impressionnant. Enfin, je vous ferai remarquer que ça c'est un silica poreux avec une parfaite régularité. C'est cristallin sur une distance de quelques centimètres. C'est ce qu'on a mesuré, peut-être même plus, mais c'est l'échantillon qu'on avait. C'est parfaitement cristallin sur une distance de centimètres avec une maille de réseau de l'ordre de 10 nanomètres. Et donc, et la fabrication, elle ressemble un peu à la fabrication classique des silicats poreux, simplement qu'au lieu d'utiliser des polymères ou des tensides, on utilise des protéines qui forment un cristal de protéines. Mais alors la question maintenant, comment est-ce qu'on peut faire croître un cristal de protéines? Alors évidemment, la chose à laquelle on pense en premier, la chose la plus simple, c'est d'avoir une dislocation en screw, en vis, voilà, une dislocation vis. Et puis, alors, essayons de voir. Alors, donc, on va prendre le filament central et on va commencer par faire la diffraction. Alors, la diffraction se passe comme ça. Alors, voici l'échantillon sur plusieurs centimètres. Je vous disais déjà qu'il était cristallin. Et alors, on va regarder. Ici, voilà un des pics qui vient donc de cette structure, tétragonale centrée. Et en fait, si on bouge le long de la direction Z, donc ici, on voit une légère rotation du cristal. Donc c'est un cristal qui fait une très légère rotation le long de son axe. Et vous voyez bien ici que c'est vraiment, c'est un mouvement complètement linéaire, donc c'est vraiment une structure en hélice. Alors ça a été décrit par Eshelby comme le Eshelby twist, autour effectivement d'une dislocation en vis. Et pour être sûr, on a donc complété cette analyse par de la microscopie électronique en faisant une coupe à travers le filament central que voici. Ça, c'est une image donc de cette coupe. Elle est maintenant elliptique parce qu'il a fallu faire une coupe un peu en diagonale. La raison, c'est qu'il faut être assez proche de l'axe, mais comme pour être sûr d'avoir tout le filament, il fallait être un petit peu oblique. Donc, on a tout le filament là dans l'image. Et ça, c'est une coupe avec le Focused Ion Beam pour avoir une coupe très précise. Et alors, l'analyse, finalement, c'est de voir l'ordre du cristal et de voir si vraiment il y a une dislocation au centre. Et en effet, on voit toute une région où la structure ordonnée est légèrement dérangée par rapport au reste qui est parfait. Donc, tout laisse à penser qu'en effet, ce cristal de protéines croît autour d'une dislocation à vis. Donc, c'est assez facile à imaginer. Voici une image de cette structure. Donc, ce qui doit se passer, c'est que des protéines successivement donc, sont rattachées à cette petite marche qui tourne de manière hélicoïdale, et donc comme ça le cristal peut croître. Bon, je vous rappelle que tout ça, évidemment, est fait par un organisme vivant, mais évidemment, l'organisme vivant apparemment utilise des procédés qui lui permettent de faire ça avec le minimum d'énergie possible. Bon, voilà une croissance d'un cristal avec un maille de réseau de quelques nanomètres. Bon, ça c'est mon premier exemple. Je vais passer maintenant
deuxième exemple qui en fait analyse un petit peu la formation de la couche en calcite en surface de ce coquillage qui est Pinna nobilis, qui croît plus ou moins dans les eaux devant la Sardaigne. Et ça, c'est une image de nos collègues Nico Sommerdag et Meki Chiusa qui ont écrit un commentaire sur le papier dont je vais parler dans un instant, mais qui vous montre très bien qu'en fait, très bien la structure de cette couche prismatique. Alors en fait, c'est des prismes, donc des longs cristaux de calcite qui sont déposés au-dessus de la nacre. Et chacun de ces cristaux se trouve dans une poche organique qu'on voit très bien ici, après avoir enlevé la calcite. Alors la question maintenant, c'est la suivante. En fait, cette couche prismatique, elle croît de l'extérieur vers l'intérieur, au fond, au cours du temps. Et alors, nous, on s'est intéressé, disons, à le changement de structure le long de cet axe. Et en fait, le changement de structure le long de cet axe, en fait, c'est l'histoire de la croissance. Alors ça, c'est l'avantage qu'on a ici, c'est qu'en fait, on a toute l'histoire de la croissance de cette couche, disons, inscrite dans cette épaisseur. Alors, voici maintenant une représentation. Ça, c'est de la topographie aux rayons X, où on voit les couches organiques en noir et le reste en vert. On voit très bien cette structure en colonne, en prisme. Ça, c'est une section transversale, une section longitudinale. Alors, je ne sais pas pour tous ceux qui n'ont jamais travaillé sur des métaux, par exemple, on reconnaît ici quelque chose qui ressemble étrangement à des grains et des joints de grains entre les grains. Et en fait, thermodynamiquement, il est clair que l'énergie surfacique la plus faible se trouve lorsque, en moyenne, les polygones ont six coins, hein, parce que, et puis les nœuds se trouvent avec trois faces. Ça, c'est thermodynamiquement le plus favorable. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'on connaît très bien des métaux, que si jamais on a une structure comme ça et on la chauffe, eh bien, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir une réduction de la surface intégrale entre ces grains. Et en fait, on retrouve un grossissement, un coarsening de ces grains. Donc, le nombre de grains diminue, la taille moyenne augmente, et en fait, les grands profitent des petits pour les dévorer. Bon, ceci ne se passe pas du tout dans la calcite, parce que, bon, évidemment, il n'y a pas de température, il n'y a pas de cinétique. Par contre, il y a une croissance par déposition. Ça ressemble un petit peu à ce que font les collègues qui déposent, par exemple, des couches de semi-conducteurs par des méthodes de chemical vapor deposition et qui voient la croissance des cristaux. Donc, on n'a pas un changement de la structure en fonction du temps, mais on a un changement de la structure en fonction de l'épaisseur de la couche. Eh bien, voici maintenant une coupe à deux endroits différents de cette couche, et vous voyez bien qu'ici, il y a un certain nombre de grains, et ici, il y a un certain nombre de grains, mais un nombre inférieur. Et alors, ce qui est bien, c'est que ces deux coupes, ce sont deux coupes de la même tomographie, et maintenant, on peut savoir quel grain correspond à quel grain dans la couche plus inférieure. Par exemple, G1, c'est le même G1 que ici. G9, c'est le même G9 que ici. Et maintenant, vous comprenez pourquoi ici, il y en a certains qui sont colorés en rose et certains qui sont colorés en bleu, parce que tous les bleus n'ont pas survécu. Il n'y en a plus ici. Et en fait, ces grains-là ont disparu parce qu'en fait, les prismes qui correspondent
ont rétréci leur diamètre et ont disparu. Voilà. Alors ça, c'est donc Z, c'est pour nous le temps. Alors maintenant, il y a des théories très, très, très bien fondées qui décrivent l'évolution de ce genre de structure en fonction de la thermodynamique, pour réduire l'énergie de surface. Et par exemple, ça prédit que la distribution des tailles doit être self-similar, auto-ressemblante, I don't know, self-similar. Et en fait, en faisant un graphe du nombre de grains, oui, appelez ça comme ça, en fonction de la taille divisée par la taille moyenne, on retrouve une chose qui ne dépend plus de Z, donc qui sera le même partout. Et en fait, le R augmente avec le temps. Voici une autre représentation. Alors ça, c'est un prisme qui disparaît. Ça, c'est un prisme qui augmente en taille et en moyenne. Donc, ce qui se passe, c'est complètement analogue à ce qu'on voit dans les métaux. Et en fait, c'est la conséquence d'une énergie surfacique. Alors, il y a un petit mystère là-dedans. Le petit mystère, c'est qu'en fait, ceux-ci ne sont pas des joints de grains, mais en fait, ce sont des poches organiques. Mais le comportement est totalement analogue à un comportement qui dépend donc de la tension surfacique. Voilà. Alors ça, c'est pas terminé. C'est un sujet qui nous intéresse encore beaucoup, de comprendre un petit peu comment fonctionne cette interaction entre cette couche organique et le reste. Mais il semblerait que l'organisme utilise simplement la tension surfacique pour générer ces structures qui sont très importantes pour la protection de l'organisme. Alors ça, c'était mon second exemple de thermodynamique. Et maintenant, je vais arriver à un troisième exemple. Alors là, je n'ai pas pu résister à montrer une image qui sort de la maison ici, et simplement pour introduire le fait que dans beaucoup de cas, la croissance des biominéraux est précédée ou accompagnée par la formation de structures amorphes. Alors, les structures amorphes ont un certain nombre d'avantages, surtout si c'est des amorphes, disons, avec une viscosité qui n'est pas trop infinie, donc ça permet de modeler donc, la forme de ces objets et donc de créer à la fin, une fois que ça cristallise, des cristaux avec des formes très complexes. Et alors la question que j'aimerais bien me poser, comment on forme des particules amorphes à partir d'une solution? Pour moi, ce n'est pas totalement évident parce que si je pense à la nucléation, eh bien, je peux très bien concevoir la nucléation d'une phase cristalline, mais alors pour concevoir de la nucléation d'une phase qui est complètement hors équilibre, ça c'est quelque chose qui est difficile à concevoir. Alors, comment se forment des particules? Alors, encore deux images pour introduire la chose, pour vous montrer qu'en effet, il y a des situations où on trouve des particules amorphes, même in vivo. Alors ça, c'est avec nos collègues en Israël. Ça, c'est le zebrafish, le poisson zèbre, peut-être en français, je ne sais pas. Alors ça, c'est donc c'est un os qui croît en permanence. Et voici une imagerie à haute résolution au synchrotron pour représenter les phases inorganiques qui se trouvent vraiment à la pointe de croissance de ces structures. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que ici, c'est de la HA, c'est hydroxyapatite, c'est de l'apatite carbonée. Et la forme des objets, ça c'est de la diffusion aux petits angles, ça c'est de la diffraction. C'est plutôt des plaquettes. Alors qu'un peu plus loin, on retrouve une structure qui ne diffracte quasiment pas, juste une diffraction diffuse. Et en fait, c'est des particules arrondies.
Et donc, on conclurait que c'est des particules, disons, désordonnées, qu'on pourrait appeler amorphes, et un peu plus loin, il n'y a plus que de l'organique. Alors, il y a donc des phases intermédiaires qu'on peut voir même dans des structures qui croissent in vivo. Et l'autre exemple, maintenant, ça c'est de la carbonate de calcium. Et en fait, ce qui est dans ce papier en particulier, ce qui est intéressant, c'est que par l'accumulation de particules rondes qui proviennent de la dissolution d'un calcium carbonate amorphe biogénique, on peut avoir la croissance de cristaux avec des facettes, alors bien que ces facettes soient faites de petites particules. Bon, ça, c'est une observation assez courante. Et alors la question, ces petites particules, comment elles sont faites de manière déjà au départ. Alors ce qu'on a décidé de faire, c'est de quitter complètement le système biologique et de faire le système chimique le plus pur possible. Et en fait, de faire ce qu'on fait d'habitude quand on fait des phases, disons, hors équilibre, un mélange ultra rapide. Alors, on fait un mélange ultra rapide d'une solution de chlorure de calcium et de carbonate de sodium, disons des solutions basées sur vraiment de l'eau très pure, et en contrôlant le pH autant que possible. Et ce qu'on observe, si on mélange ces deux choses-là très rapidement, on remarque la formation de particules rondes qui n'ont aucune structure en rayons X, donc on peut appeler amorphes. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que suivant la concentration de ces entités-là, alors on fait toujours en sorte qu'il y a une stoichiométrie entre le calcium et le carbonate, ça c'est la concentration de calcium ou de carbonate dans l'autre solution. Et alors on voit que suivant la concentration, entre 5, 10, 20, 40 millimoles, on trouve une taille des particules qui est différente. Mais chimiquement, par analyse chimique, par infrarouge, spectroscopie infrarouge, etc., ces particules sont identiques. Donc il n'y a que la taille qui change. Alors la première chose qui est intéressante, c'est qu'avec la même chimie et une taille différente, on a une stabilité entièrement différente de ces particules. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que plus les particules sont petites, plus elles sont stables. Moi, j'aurais toujours cru qu'une particule petite est moins stable parce qu'il y a beaucoup plus de surface, mais c'est l'inverse. Et alors, notre interprétation, c'est qu'en fait, ces particules en surface, probablement, ont un certain réarrangement qui les met à un niveau d'énergie un peu plus faible, et qu'en fait, plus il y a de surface, plus il y a de réarrangement local, et donc plus il y a de stabilité. Alors ça, c'est quelque chose qu'il faut encore comprendre. Ça, c'est une observation, mais une observation qu'on n'a pas 100% comprise, pourquoi les particules sont plus stables, plus elles sont petites. En tout cas, en ce qui concerne donc la température. Alors, pour comprendre ces images, je vous dis, tout ça, c'est des diffractions rayons X. Dans l'horizontale, on a un spectre de diffusion, et on voit ici une raie très large, une deuxième très large, correspondant donc à une phase amorphe. Et en vertical, on a la température, donc ça c'est des degrés Celsius. Et par exemple, des particules d'une taille de à peu près 200 nanomètres transforment autour de 140-150 degrés, et on voit apparaître la calcite là-haut. Donc voici la transformation. On voit très bien que si les particules ont 73 nanomètres, la même chose se passe plutôt vers 200, et à 66 nanomètres, on a des particules amorphes qui peuvent survivre jusqu'à 300 degrés Celsius, ce qui est vraiment très, très élevé. Alors ça, on comprend très bien. Mais alors maintenant, on va utiliser le fait pour disons, apprendre quelque chose sur la stabilité des solutions. Alors, la première remarque que j'aimerais bien faire, si je parle d'amorphe, je ne sais pas ce que c'est qu'une phase amorphe, vraiment.
ça c'est juste une remarque, c'est pas un résultat. Si vous faites la diffraction rayons X ou neutrons, ce que vous voyez, si vous voyez des pics, c'est un ordre en translation. Cette structure, je ne pense pas que vous diriez que c'est une structure amorphe, c'est une structure très régulière, mais il n'y a pas d'ordre à translation. Donc, point de vue rayons X, ça c'est amorphe, autant amorphe que ça. Alors, je ne sais pas, ça c'est quelque chose encore à voir. Est-ce qu'il y a des structures, disons, avec de l'ordre en rotation qu'on ne peut pas donc détecter en rayons X, qui ne voit que de l'ordre à translation. Bon, ça c'est juste une remarque. Donc mes particules amorphes, je ne sais pas si elles ont plutôt l'air comme ça ou comme ça, mais en tout cas, elles n'ont pas l'air comme ça. Ça je le sais. Voilà. Alors, ce que je vous montre là, ça c'est des propositions qu'on trouve dans la littérature. Et ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien analyser un peu plus. Alors ça, on a déjà trouvé il y a plus de 10 ans dans le groupe de Wegener. Ensuite, il y a un papier, disons l'an dernier, de Jim DiOrio. Il y a aussi des papiers de quelqu'un qui s'appelle Vekilov et d'autres, qui proposent l'existence d'une région spinodale dans le diagramme de phase des solutions de calcium de carbonate. Alors, j'aimerais bien faire 2 remarques par rapport à ce diagramme, et ensuite je donnerai quelques minutes d'introduction en ce qui concerne la décomposition spinodale pour qu'on puisse se comprendre. Mais la première remarque, c'est la température critique ici, qui est à basse température. Alors, ce que ça signifie, c'est que ici en bas, la solution est complètement miscible, donc on peut, indépendamment de la concentration ici, la solution est stable. Alors que si on a une température ici, en passant ici, on se retrouve ici dans le miscibility gap, donc la région où la solution n'est plus stable. Et la température critique ici est une température inférieure. Ça, c'est une situation assez typique pour des solutions polymériques. Et en fait, je ne suis pas surpris de voir des polyméristes proposer ça comme situation. En fait, dans des solutions simples, par exemple, même des solutions solides dans les métaux, on trouve le même diagramme de phase, mais tourné à l'envers avec une température critique supérieure. Alors, il faut se rendre compte qu'on peut avoir les deux. Ça dépend un petit peu. Alors, les molécules qui sont très longues ont une contribution entièrement différente de l'entropie, etc. Donc, on peut avoir des situations telles que là. Ça, c'est la première remarque. Donc, on peut avoir des miscibility gaps qui sont pointu vers le bas ou pointu vers le haut. La deuxième remarque ici, c'est cette structure qui a été représentée. On met les particules ici et une structure un peu bicontinue au centre. Ça peut arriver pour la décomposition spinodale, mais ce n'est pas nécessaire. On peut aussi avoir une décomposition spinodale qui donne des particules. Voilà. Alors ça, c'est des choses qu'on trouve dans la littérature. Alors maintenant, très rapidement, quelques concepts fondamentaux sur la décomposition spinodale, et ensuite on va utiliser ces concepts pour apprendre quelque chose sur le diagramme de phase des solutions de carbonate de calcium. Alors là, je reviens, disons, dans la seconde moitié du 19e siècle, Gibbs et Van der Waals et tout ça. Alors ça, c'est l'énergie libre en fonction de la concentration. Par exemple, la concentration en calcium, si vous voulez. Et on part de l'idée qu'il peut y avoir 2 phases. Une phase avec une concentration faible. Alors, elle possède un minimum. Ça veut dire qu'ici, cette phase est la plus stable avec cette concentration-là. Et puis, il y a une autre phase qui est aussi un minimum. Donc, elle est stable de ce côté-là.
Et puis entre les deux, ce qu'on a fait, on a simplement tracé une ligne continue. On n'a pas vraiment de théorie de quoi ça a l'air, mais s'il y a un minimum ici et un minimum là, ben, on doit bien passer par un maximum entre les deux. Alors, ce que Gibbs, disons, a compris déjà il y a 150 ans, c'est qu'une phase ne peut être stable que si l'énergie libre, en fonction de la concentration, est convexe. Ça veut dire que si la dérivée seconde par rapport à la concentration est positive. Sinon, la structure est instable. Ça, c'est un résultat théorique tout à fait fondamental. Donc, en réalité, ceci n'est pas une courbe qui représente des structures, disons, stables, puisque ici, apparemment, la fonction n'est pas convexe, elle est concave. Et en fait, c'est l'enveloppe convexe qui, en fait, trace une ligne droite depuis ici jusque-là, qui donne l'équilibre thermodynamique. Voilà. Alors ça, c'est la construction de Gibbs pour l'équilibre thermodynamique entre ces deux extrémités. Ça, c'est vraiment un cours de thermodynamique classique. Alors ici, voilà la solution stable. Si on passe un petit peu plus loin, on voit quelque chose, c'est que cette tangente se trouve en dessous de la courbe. Donc cette courbe ici, elle est toujours convexe, elle n'est pas concave. Donc par rapport à Gibbs, ce n'est pas une phase instable, mais ce n'est pas non plus une phase vraiment stable, parce que le point se trouve au-dessus de la ligne de stabilité en rouge. Donc en fait, ceci est une situation métastable qui donne lieu à la nucléation de l'autre phase. Ensuite, on arrive à un point qui s'appelle le spinodal point, qui est le point d'inflexion de cette courbe. Et au-delà, voici une autre droite qui touche maintenant le point supérieur de cette courbe. Et maintenant, on voit quelque chose, c'est que maintenant la tangente se trouve au-dessus de la courbe. Donc ici, la courbe est vraiment concave. Et donc ici, la solution est parfaitement instable. Elle n'est pas métastable, elle est instable. Alors ça, c'est vraiment la théorie, l'idée qui est à la base de la théorie de la décomposition spinodale qui a été développée dans les années 1958 à 1960 par John Kahn et Hilliard et Hillard et autres. Et alors, voilà, ça c'est un des papiers fondamentaux sur la décomposition spinodale. Et alors l'idée est la suivante. Si vous vous trouvez dans la situation instable de la solution, eh bien, n'importe quelle fluctuation va être spontanément amplifiée. Alors, on a une déviation très faible de la concentration moyenne qui se trouve amplifiée de manière spontanée jusqu'à arriver à la concentration correspondant à une autre phase. Et ça, c'est rapide, spontané, sans barrière de nucléation. Dans la situation métastable, eh bien, on voit qu'il y a une petite barrière énergétique à passer. Et en fait, il faut attendre une fluctuation qui vous donne un petit grain, un noyau, avec une concentration déjà assez proche de la concentration finale. Et s'il se trouve que ce petit grain se trouve au-dessus de la taille critique, il va croître. En dessous, il ne va pas croître. Alors, la différence fondamentale entre ces deux procédés, c'est que ici, c'est la taille qui est petite, mais l'excursion concentration est grande, alors qu'ici, la taille peut être grande, mais l'excursion en concentration est minime. Donc, c'est vraiment des procédés très, très différents. Ça, c'est typiquement une situation de nucléation, alors qu'ici, il n'y a pas de barrière d'activation. Et en fait, il y a une amplification spontanée et donc la décomposition spinodale. Alors, si je vous ai dit tout à l'heure qu'il me semble difficile de concevoir la nucléation d'une particule amorphe, parce que ce n'est pas une phase stable, il ne me semble pas difficile du tout de concevoir la formation d'une particule amorphe par un procédé de décomposition spinodale qui est parfaitement hors équilibre. Alors,
la décomposition spinodale. Alors maintenant, je donne quelques mots sur la théorie de Crane-Hilliard. En fait, on peut décrire une longueur d'onde critique qui est celle qui va croître le plus rapidement. Donc il y a une taille typique. Eh bien, une fois que cette fluctuation démarre, la diffusion va en sens inverse, c'est-à-dire la diffusion monte au lieu de descendre dans la vallée, l'eau monte vers le sommet et forme la particule. Alors, l'idée qu'on va avoir, c'est que... Alors maintenant, voilà le petit modèle que je vais prendre. Si j'ai la formation de particules dans ma solution après le mixage très rapide et que effectivement ça se forme par une fluctuation que voici, eh bien l'idée c'est que tout le calcium et tout le carbonate qui se trouvait à l'intérieur du volume correspondant à cette taille critique se retrouvera dans ma petite particule à la fin. Et ce qui est intéressant, c'est que la prédiction, c'est que du théorème de Crane-Hilliard, c'est que cette longueur d'onde, elle diverge à la ligne spinodale. Donc, à la ligne spinodale, la longueur d'onde devient infinie, et donc les particules deviennent quasiment infiniment grandes. Donc, si je mesure la taille des particules en fonction de la concentration, je peux en fait estimer l'endroit où se trouve cette ligne spinodale, si jamais elle existe. Voici, ça c'est des choses qui ne sont pas encore publiées, mais soumises à la publication. Alors, la prédiction de la théorie, elle ressemble un peu à ça. L'inverse de la taille au carré, elle doit approcher 0 à l'endroit de la ligne spinodale, et puis il y a des préfacteurs qui dépendent un peu de la concentration et de la température. Alors, ce qu'on va faire, on va représenter 1 sur la taille au carré en fonction de la concentration, ou alors en fonction de la température. Et alors, les symboles différents, ici, c'est des températures différentes. Alors, ça, c'est une température, etc., la température qui change. Ou alors, là, inversement, ici, les couleurs, c'est les concentrations différentes. Et alors, ce qui est très intéressant, prenant tous les points qu'il y a là, cette théorie-là me dit que si je multiplie 1 sur d carré par c à la puissance moins alpha et je divise par a, comme je le fais ici, eh bien, tout ça, ça doit me donner une courbe universelle en fonction de c sur CSP. Et voilà, il se trouve très bien que tous les points, toutes les données qu'on a mesurées se trouvent sur une ligne droite. Cette ligne droite a la pente 1 et elle touche ici en 1 l'abscisse. Voilà. Donc, il est surprenant à quel point ça marche. Et alors, ce que ça me dit, c'est qu'on trouve effectivement un endroit où la taille des particules devient infinie. Alors, j'ai maintenant tout rassemblé dans un diagramme de phase pour vous donner un petit peu l'idée de ce qui se passe. Alors ici, tout ça, c'est des manips qu'on a faites, et la taille des symboles est proportionnelle à la taille des particules qu'on a faites. Alors, on a des particules petites ici. La taille des particules augmente si j'augmente la température. La taille des particules augmente si je diminue la concentration. Et en fait, elle devient infinie là où il y a la croix. Alors ça, c'est l'extrapolation où l'inverse de la taille devient nul. Alors c'est ici, c'est ici, c'est ici, c'est ici. Et l'extrapolation en fonction de la température me donne ces petites croix. Et alors, ce que ça me dit, c'est que tout ça, cette divergence de la taille se passe à un endroit qui est relativement loin de la limite de solubilité du calcium et du carbonate, disons, où la solution est stable. Donc, je trouve un diagramme de phase qui est vraiment exactement comme le prédiraient Gibbs et Van der Waals 150 ans avant. C'est qu'ici, il y a une région de stabilité de la solution. Je ne parle que de solution, je ne parle pas du tout de ce qui se passe une fois que la solution est devenue instable.
Ici, la solution est métastable, c'est-à-dire elle est encore stable, il n'y a pas de décomposition spontanée, mais il peut y avoir la nucléation. Et ici, la solution devient instable. Et il y a une décomposition spontanée, et donc c'est là qu'on trouve les particules amorphes. D'ailleurs, si on fait la manip ici, le mixage rapide, on ne trouve pas de particules amorphes dans la région blanche. Par contre, si on attend suffisamment longtemps, on trouvera, suivant les cas, la calcite, de l'aragonite, etc. Ça dépend un petit peu aussi des additifs qu'on peut mettre. Mais en tout cas, on trouve de la nucléation de phases cristallines par ici. Voilà. Alors, je vais terminer par quelques idées spéculatives. Alors, l'idée spéculative, est-ce que c'est quelque chose qui peut avoir une importance pour la biologie ou pas? Voilà la question. Parce que ça, c'est vraiment le système le plus pur, c'est vraiment de la physico-chimie. Alors, normalement, si on fait des amorphes, disons, d'un point de vue technologique, on a toujours la possibilité de créer quelque chose de très haute température et de changer de température rapidement pour faire des amorphes métalliques, par exemple. Bon, ça, c'est quelque chose qui est exclu en biologie, puisqu'il faut rester à température plus ou moins constante. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut partir de cette solution stable, et si on veut faire une décomposition spinodale pour avoir des particules amorphes, il faut arriver dans cette région instable en passant par ce que j'appelle ici the Valley of ACC-DEF, parce que voilà, dans cette vallée-là, il ne peut pas y avoir de formation de particules amorphes, et s'il y a la nucléation d'une phase cristalline, c'est fini pour les amorphes. Donc, comment on peut faire comment on peut traverser? Alors, la première chose qu'on peut faire, c'est ce qu'on a fait, disons, d'un point de vue au labo, un mixage très rapide. Bon, c'est concevable, mais il n'est pas clair que ce soit vraiment très facile dans un organisme de faire un mixage extrêmement rapide. Mais enfin, il y a d'autres possibilités qu'on peut imaginer. Deuxième possibilité, si vous passez par la vallée ici, qui est pleine de lions, vous pouvez faire deux choses. Vous pouvez courir plus rapidement que les lions, ça c'est la possibilité 1. Ou alors 2, vous pouvez faire quelque chose pour que les lions soient moins rapides. Et ça, par exemple, avec des additifs qui retardent la nucléation, et donc qui empêche la nucléation dans cette région métastable, il est concevable qu'on puisse augmenter la concentration jusqu'à arriver à une situation où le mélange devient instable et où vous formez des particules, disons, amorphes. Et finalement, la troisième possibilité, c'est que par des additifs bien choisis, vous changez le diagramme d'équilibre, le diagramme de phase, et la vallée devient suffisamment étroite pour qu'on puisse courir sans problème. Alors, tout ça, c'est purement spéculatif. Hein. Je n'ai aucune donnée là-dessus. Mais évidemment, ça, c'est quelque chose qui maintenant nous motive à regarder un petit peu que font des additifs. Je peux vous donner un exemple, juste un exemple, qui est l'exemple du magnésium. Et le magnésium ne change pas le diagramme de phase. Ça, on le sait déjà. Par contre, le magnésium retarde la nucléation dans ce domaine. Donc, en fait, le magnésium semble marcher par cette méthode numéro 2. Ça nous donne plus de temps de traverser donc, cette vallée. Alors, il est bien concevable que dans une vésicule, par exemple, la concentration soit augmentée graduellement en passant d'ici à là, avec des additifs qui empêchent la nucléation jusqu'à ce qu'on arrive dans cette région instable où il y a une condensation de ce mélange d'additifs et d'ions qui donne une structure plus ou moins amorphe. Voilà, je suis arrivé à la fin de ce que j'ai voulu dire. Donc, j'ai parlé un petit peu de structure, disons, à une taille de micron tout à l'heure sur des structures en silice et en calcite. Et puis, j'ai essayé de vous convaincre que peut-être l'idée de la décomposition spinodale qui
se trouve un peu dans la littérature pourrait avoir quelque chose d'intéressant à dire en effet sur la formation des particules amorphes. Merci beaucoup.